Aujourd'hui, on inaugure un nouveau décor du décor du nouveau décor, avec en plus un nouveau type de vidéo, et ça tombe bien parce que pour toi c'est presque une inauguration aussi, ou en tout cas quelque chose d'inédit. On va parler avec Laurence de son film. Laurence, tu es la réalisatrice, alors faut peut-être dire Laurence Michel, d'un premier film que j'ai adoré. Non mais on va le dire tout de suite, j'ai adoré ton film. Alors on se connaissait depuis quelques mois et je fais non mais on fait une vidéo, ok c'est pas de la littérature, mais si, enfin c'est quand même poétique et tout. Mais peut-être qu'il faut te présenter d'abord pour voir comment t'en es arrivée au film et parler ensuite du film. T'es monteuse? Oui. Ouais, monteuse, pas monteuse de chevaux, mais monteuse vidéo. Non, mais c'est pas le même métier. Monteuse vidéo, ouais. Alors, je sais pas d'ailleurs si tu veux expliquer ce que tu fais au quotidien. Principalement, je travaille pour le service public à la télé, on va dire, et sinon, j'ai aussi monté des documentaires. Voilà. Moi, un métier qui me fascine parce que déjà, ça suppose quand même un sens du détail et de la rigueur et d'un soin pour l'image que clairement, on le sait sur cette chaîne, je n'ai pas. Comme ça. Parce qu'en fait, je suis l'antagoniste de la chaîne. Ouais. J'adore ça. Et tu as réalisé ton premier film, moi que j'ai vu il y a quoi, 2-3 semaines maintenant, 2 semaines. Mais toi, tu l'as réalisé avant et c'est quand même une aventure assez longue pour arriver à ce film. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un film? Alors ça, il faut revenir encore plus loin. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai toujours voulu faire du cinéma en fait, depuis toute petite. Après, est-ce que je voulais être devant la caméra ou derrière? C'était une question qui était assez... Ah oui, tu te posais la question d'être actrice. Quand j'étais très jeune, ouais. Je voulais être devant la caméra et en fait, il s'avère que c'est pas du tout ma place. Et que voilà. Aujourd'hui, on fait une exception. Et que petit à petit, en fait, comment c'est venu que je fasse du cinéma? C'est venu parce que c'était une nécessité pour moi, je pense. C'est un moyen d'expression qui est peut-être plus facile, alors qui est compliqué parce que c'est technique, dans la manière technique c'est plus compliqué, mais c'est plus simple pour moi parce que ça utilise des biais, on n'est pas face caméra forcément, on n'est pas... Sauf aujourd'hui. Et donc pour en revenir à ta question, vraiment le film qui s'appelle 4801 nuits, qui est un film documentaire, j'ai eu l'idée en 2017 à peu près, donc ça fait 6 ans maintenant. Et... tant de temps pour faire un film? Comment on fait un film, Laurence? Oui. Comment on fait un film? Alors déjà, on a l'idée. Ce qui prend parfois une vie. Voilà. Moi, l'idée de ce film, elle est venue pendant une... C'est le thé du film, mais on y viendra peut-être. L'idée du film est venue pendant une soirée, en fait, à laquelle j'étais invitée. C'était une soirée champagne avec des amis. Et dans cette soirée, parce qu'en fait on n'a pas dit de quoi il s'agissait le film. Tu veux que voilà. Donc je vais en parler. Donc du coup dans cette soirée champagne, je me suis pas forcément sentie à ma place parce que je ne bois pas d'alcool. Et c'est un film sur l'abstinence. Voilà, alcoolique, exactement. Donc je ne bois plus d'alcool depuis 14 ans maintenant. Et à l'époque, donc ça faisait à peu près 8 ans que je ne buvais plus. Et dans cette soirée, je ne me suis pas sentie à ma place, petit à petit. Et à la fin, donc j'ai dû partir à 2h du matin. J'étais accompagnée d'une amie, Alice. Et dans le métro, tout simplement, je lui ai dit, en fait, moi j'ai un vrai problème là, quand je sors dans une soirée où c'est très alcoolisé. Je ressens besoin de parler de mon abstinence, en fait. Et Alice, que j'avais rencontrée... En réponse à l'alcool qui était là, quoi. Oui, voilà, exactement. Et en fait, je voyais aussi que les gens venaient me parler, et puis petit à petit, au fur et à mesure de la soirée, en fait, leur discours était ça devenait un peu n'importe quoi. Et en fait, il y avait une vraie distanciation entre eux et moi. Et du coup, je me suis dit, j'ai un vrai... ça ne m'intéressait plus de sortir dans ces soirées. Et du coup, le fait de ne plus avoir envie de partager des soirées et d'autres m'a fait me rappeler que quand je buvais, je me désociabilisais. Et c'est un peu cette peur-là de me redésociabiliser de nouveau qui m'a fait réfléchir à mon état alcoolique abstinente. Mais pour ça, je veux dire, pourquoi un film? Pourquoi ce film? Ce film, moi je le vois pas comme un journal intime, déjà parce qu'il se fait pas au jour le jour.
Pourquoi le film Alors peut-être comment concrètement on fait un film. Je veux dire, donc tu avais cette idée, il y avait cette amie Alice, alors que pour le coup moi je connais pas. Oui, Alice, c'est une personne que j'ai rencontrée aux ateliers Varan. En fait, je ne sais pas d'où vient l'idée de faire des films, en fait. C'est une envie, c'est une nécessité, encore une fois, c'est vraiment un moyen d'expression, je pense, qui me fascine depuis longtemps, en fait. Et j'aime l'image, j'aime créer, j'aime les puzzles, j'aime la réflexion, j'aime les défis, surtout, parce que faire un film, c'est avant tout c'est un gros défi. Relever un défi. Et donc, voilà, ça englobait tout ça, quoi. Et alors, quand on fait un film, on commence par avoir une idée, puis après, il se passe quoi? Parfois rien, mais quand il se passe quelque chose. J'ai partagé mon idée justement avec Alice, et Alice, elle voulait faire la production cinéma, et elle m'a dit, quand je lui ai dit en 2 phrases, je dis voilà, il faut absolument que je fasse un film sur l'abstinence alcoolique, enfin sur mon alcoolisme au départ, c'était cet axe-là que j'envisageais. Elle m'a dit ok, je te produis, et ça a été aussi simple que ça. Dans le métro, et 3 stations plus tard, on se séparait, et voilà. Et l'idée était en chemin, quoi. Splendide. Ça a été, ouais. Et après, comment concrètement ça se passe? On fait un scénario? Non. Non, parce que là, en fait, c'est pas un film, c'est pas une fiction, en fait. Le film, c'est un documentaire, c'est... qu'est-ce que je vais raconter, en fait? Comment je vais raconter? Et comme c'est du cinéma... Comment je vais le montrer? C'est image et son, quoi. Ouais. Les images, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de... Ma période d'alcoolique, elle se situe entre vraiment 2008, on va dire. Et moi qui collectionne beaucoup d'objets, beaucoup d'images, beaucoup d'archives, j'ai beaucoup d'archives chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais rien, quasiment rien, sur cette période-là. Donc ça m'a posé question. Et oui, parce que là en plus, ça dit des choses biographiques, autobiographiques pour toi, ouais. Mais comment représenter ce qui n'a pas de traces quand Exactement. Tu veux justement partir des traces. Exactement. Et ça, ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement centrales dans ton film et qui m'ont énormément touchée, pas seulement plus, qui m'ont vraiment touchée. La façon dont tu représentes quelque chose qui est autobiographique, mais qui gagne une dimension beaucoup plus collective en passant par les objets. Et c'est le titre d'un texte que j'aime beaucoup, de François Bon, par exemple, Autobiographie par les objets, qui a des points communs avec un de mes textes préférés, Enfance berlinoise autour de 1900, de Walter Benjamin, qui n'est pas exactement sur les objets, qui est plus sur des moments. Et il y a quelque chose comme ça qui est très proche de ça dans ton film, qui passe par des objets, et en plus tu en as amené plein. Ouais. Et c'était génial de t'accueillir là tout à l'heure avec alors j'ai ça et tout, vraiment la haute Père Noël du film. Mais comment dire, quand tu représentes des époques de ta vie avec, je pense, des moments de véritables archives et d'autres moments avec des objets. Comment déjà cette représentation, cette documentation s'est faite et comment as-tu pensé ces lacunes d'archives? Ah, je te pose des questions qui commencent à être dures. Non, en fait, alors il y a beaucoup d'inconscient aussi pas dans la recherche, mais dans la finalisation du film. C'est-à-dire que j'ai envie de parler plus de la fin parce que c'est plus proche. En fait, c'est vrai que les débuts, c'était il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ça fait loin. Je savais déjà que je ne voulais pas être face caméra. Ça me fait rire, pardon. Toute l'ironie m'a mise. Je ne voulais pas. Mais j'en suis d'autant plus honorée, tu vois, qu'on en parle aujourd'hui. Parce que je ne voulais pas. En fait, je suis partie à la négative. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire quelque chose qui ressemble à des documentaires télévisuels, 50 minutes, formatés, télé. Ouais, genre confession sur le plateau. Exactement. Et c'est vrai que souvent, quand j'ai parlé du fait que j'avais fait un film, un documentaire sur moi, sur mon alcoolisme, on m'a dit ah, qui est-ce que tu as interviewé, etc. Et je dis, non, en fait, c'est pas du tout cette place-là, moi, que je veux avoir dans le film. Et je me suis dit que j'allais... Alors, je suis partie aussi, du fait que moi, en tant qu'alcoolique, j'ai beaucoup menti.
Le mensonge fait partie vraiment de ce qu'est un ou une alcoolique. Et en fait, qu'est-ce qui ne ment pas? Ce sont les archives, ce sont les objets, ce sont ce qu'on appelle la documentation en fait. Et quand tu parles de mensonge, enfin, c'est aussi ce qui va être de l'ordre du déni, le mensonge à soi, enfin c'est évidemment très large le mensonge. Voilà. Et donc, pour faire ce documentaire, je me suis dit qu'en fait, pour éviter pour ne pas être dans le mensonge, pour essayer de raconter une vérité quand même, ce sont des objets qui vont m'aider à raconter mon histoire en fait. Et enfin, voilà, c'est un peu cette... ça m'a semblé pour moi plus simple de m'appuyer sur des faits réels. Et comme j'ai eu tendance aussi à écrire beaucoup de notes dans des agendas, je me suis quand même raccrochée à ça avec des dates, et l'idée aussi c'était de ne pas raconter une histoire chronologique. Parce que c'est une remémoration, c'est une introspection que j'ai faite pour vraiment revenir à la source en fait. Et je suis même allée encore plus loin puisque je suis remontée dans des origines... je pense qu'on va y revenir aussi à ça, mais c'est voilà. Hyper intéressant de comment tu t'inscris dans l'histoire en fait. Ouais, mais c'est vraiment une vraie introspection que j'ai faite et du coup l'introspection c'est intérieur en fait. Donc comment... je peux pas filmer l'intérieur, je peux pas filmer ce que j'ai dans mon cerveau, mais l'idée que j'ai eue, c'était d'être dans un espace... comment tu le définirais d'ailleurs? C'est un espace... c'est une espèce de représentation d'espace mental sous forme parfois d'un petit théâtre qui fait un peu penser à des marionnettes. Et ben voilà. Tu vois, parce qu'on voit des objets qui peuvent tenir avec des fils. Je pense qu'il y a des objets qui viennent vraiment de ta vie. Là, tous. Tous. Ouais. Ah ouais, tu vois, ça je savais pas à quel point. Il y a quand même des objets un peu fabriqués, ça c'est intéressant aussi. Ouais. Mais on va peut-être en montrer en fait, comme ça oui, ça va être. Alors, parce qu'alors, tu vois, tu as amené plein de choses. Donc peut-être, alors si tu veux bien commencer par montrer en fait à quoi ça ressemble la préparation d'un film, même très rapidement les classeurs, les choses comme ça, les scénarios. Et pour passer ensuite vers les objets, non mais parce que ici on aime bien montrer comment on fabrique, donc ça y est, là on ouvre le moteur, on montre le moteur Michel. Alors déjà, voilà. Je te présente, je présente. Voilà. Vas-y, non, c'est ton film. C'est mon film, donc ça c'est le dossier, c'était un des dossiers sur lequel il y a un post-it que j'ai retrouvé parce que ce qu'il faut dire aussi c'était... le titre original n'était pas le titre 4801 le titre original c'était La Belle Aurore. Ce qui est beau aussi. Qui est beau aussi, mais qui a duré pendant 5 ans le titre. Et ensuite il s'est avéré qu'au montage image, donc c'était l'année dernière, il nous a semblé que le titre n'allait plus et au moment du montage donc on a changé le titre. Qui est devenu 4801 nuits, je sais pas si voilà. Ouais. Tu veux qu'on explique tout de suite ce titre ? Comme tu veux. Alors, si tu veux, oui. Oui. Mais pourquoi 4801 ? Alors, ça aurait pu être 1001, c'est déjà pas mal. Toi, tu vas quand même vachement plus loin. C'est une référence, voilà. Effectivement, on a pensé à ça. 4801 nuits, c'était à peu près le nombre de nuits d'abstinence que j'avais au moment où j'ai vraiment fait les premiers enregistrements de ma voix, de la voix off pour le film. Donc, c'était en avril 2021. 22, l'année dernière. Et avec quelque chose qui est très fort, qui apparaît dès le début du film, et là je deviens un peu papillonnante, comme d'habitude, mais finalement tu es une femme qui compte, mais ça c'est logique dans l'addiction et surtout dans l'abstinence, on compte. On compte, et bon, c'est peut-être le moment de dire que dans 2 jours ça fera 3 semaines que j'ai arrêté le tabac, et que je compte vraiment parce qu'on compte, et en fait il n'y a que comme ça ça fait partie, c'est les victoires en fait, on égrène les victoires et chaque jour est une victoire, et puis à un moment, 3 semaines, 4801 nuits, bon, je peux pas tester, hein. Non mais 3 semaines, ça fait combien de jours? Est-ce que ça fait... Ça fait 20 jours aujourd'hui. Voilà, parce que c'est vrai qu'au début j'ai commencé à compter en jours, et après peut-être en semaines et en mois, et en fait je me suis dit, en fait c'est les nuits, moi je buvais la nuit, hein. C'était de 18h à 2-3h du matin, donc c'est vrai que c'est plutôt les nuits qui manquent, donc on compte, et c'est comme ça que le titre a évolué. Un titre splendide. Donc le film c'est des dossiers pour avoir un financement. Exactement, voilà.
Alors, tu as amené tes lettres de rejet, de non-financement, parce que ça fait aussi partie des films. Non, mais on le disait encore avec les amis très chers hier soir. Ça marche pour l'université, ça marche pour à peu près tout. Ça marche aussi pour les créations de tout type. Ouais, la norme, c'est l'échec. Il y a eu pas mal de refus, mais en fait, c'est ça qui nous a amené. Alors, je vais dire nous, parce que c'est Alice qui m'a aussi énormément accompagnée à l'écriture du film. Donc, en fait, comment on fait un film? On a l'idée. On développe tranquillement cette idée. Et il y a 2 chemins à faire pour avoir des financements. Il y a alors, il faut donc cibler des organismes de financement. Moi, le premier organisme qu'on a ciblé, c'était la SCAM, la Société civile des auteurs et autrices multimédia, donc, qui donne des aides ça s'appelle Brouillon à rêve, en fait, Brouillon à rêve documentaire. C'est donc une aide à l'écriture. Donc tu commences à écrire nous on a écrit pendant 1 an à peu près, enfin ça s'est étalé sur 1 an. Il ne faut pas trop développer non plus ton idée, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit quand même les prémices soient là quand même, qu'on sente qu'il y ait un film qui va en sortir. On a obtenu cette aide. Enfin, j'ai obtenu cette aide parce que cette aide, elle est donnée, elle est attribuée à l'auteurice. Donc il y a la joie, et la joie est là, et en même temps on se dit, en fait j'ai pas le choix, enfin j'ai plus le choix, il faut le faire. Donc du coup, à partir de 15 pages de dossier, je peux montrer. Ouais, mais montre à quoi ça ressemble. En fait, voilà, parce que ça, c'est des choses quand. Toi, moi, c'est comme beaucoup de littéraires qui écoutent. Donc, savoir à quoi ça ressemble, c'est. Globalement, il y a un résumé de quelques lignes. Ensuite, moi, ce que j'avais décidé d'écrire, c'était. N'hésite pas à approcher comme les youtubeuses beauté. Voilà, donc, comme, tu vois, ça va faire focus. Mais là, on va lire à l'envers, peut-être, mais c'est pas grave. Genre, ils feront le poirier, que veux-tu? C'est lettre à ma productrice. J'ai décidé, en fait, quand j'ai présenté le projet à Alice, ma productrice, je lui ai écrit une lettre. Parce qu'on se connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je me suis dit, j'ai besoin, moi, d'une adresse pour raconter mon histoire. Parce que écrire au CNC, écrire à des institutions, ça ne me semblait pas du tout possible. Je comprends bien. Je l'avais déjà fait pour un projet antérieur et ça n'avait absolument pas marché. C'était trop dans le... j'arrivais pas à trouver le ton. Tu le sentais pas? Je le sentais absolument pas. C'était trop compliqué. Donc là, j'ai fait vraiment une lettre très... la plus sincère possible. Et je pense que c'est ça qui a touché en fait les gens, parce que je leur parle en fait. Lettre à ma productrice, c'était adressé un peu n'importe tout le monde, on va dire. Ensuite, il y a un synopsis qui est là, qui fait quelques lignes, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Je n'ai jamais réussi vraiment à... je n'ai jamais réussi à résumer mon film en fait, parce que... Est-ce que tu veux que je le lise par exemple ou pas, pour présenter un peu plus le film, ou tu peux faire c'est lequel celui-ci, parce que c'était pas comme ça, hein. Je trouve qu'il explique des choses et puis on va en reprendre un peu après. Ou tu le lis toi d'ailleurs, parce non, que vas-y, je suis en train de réagir, mais non. On est bien d'accord que c'est ton film. Ouais, mais... Mon histoire est celle d'une spirale infernale. Après 10 ans d'abstinence, je cherche ce qui pourrait me convaincre de ne pas reboire. Il me manque certaines pièces de mon passé alcoolisé et je cherche à me souvenir. Je ressasse des pensées comme cette histoire de mobilette, ma sœur et sa mob, l'accident. J'ai toujours vécu sur un fil. Je passe en revue mes objets personnels et ceux qui ont appartenu à mes aïeux. Je dresse mon arbre généalcoolique. J'organise nos vices, nos maladies, nos obsessions et nos manies, afin d'y voir plus clair. Je me souviens de mon voyage aux États-Unis pour en finir avec l'alcool, fuir loin, pour m'évader d'un quotidien où je me perds, pour finalement retrouver les mêmes problèmes 6000 km plus loin. Je reste dans ma solitude, je m'égare encore un peu plus. Manipuler les images et les souvenirs, retourner et ordonner les objets. Échapper à la fatalité en lui jetant un sort. Tenter de rompre cette spirale, en sortir à nouveau, et définitivement, en allant vers l'extérieur, en allant chercher la lumière salvatrice des aurores boréales. Moi, je le trouve parfait, ton résumé. En fait, il est pas mal, c'est vrai. Ah, il est parfait. Non, mais j'en ai écrit tellement de versions que j'ai oublié celle-ci, je sais plus... Il fonctionne vraiment bien. C'est vrai. Je pense qu'on le reprendra pour faire un fil et rien oublier. Ouais. Ensuite, hop, le dossier. Alors ensuite, le dossier, donc c'est un... Dans un dossier lui-même spiralé, ce qui est quand même une ironie. C'est vrai.
terrible. Tu observes tout. Donc, il y a le développement détaillé. En fait, ça peut être aussi un séquencier, ça dépend. Ou un storyboard. Ou un storyboard. Enfin, moi, j'ai choisi de faire un storyboard. Après, un documentaire, c'est pas souvent très apprécié. Souvent, Enfin, apprécié, je sais pas en fait. J'avoue qu'il n'y a pas de recette. Mais c'est-à-dire que sur le documentaire, quand on ne sait pas ce qu'on va voir en image, on ne peut pas le faire avant le storyboard. Exactement. En fait, moi, je dis que c'est un documentaire, mais c'est un documentaire vraiment qui a été très très écrit avant d'être tourné, puisque de toute façon, j'ai recréé. Enfin, comment dire, c'est fictionné en fait. Ça se présente comme une fiction. Donc du coup, pour voilà, mais c'est bien parce que comme ça, tous les gens qui voudront faire des films, ils auront toutes les façons de faire en t'écoutant. Pour illustrer, voilà, ben non, mais c'est. Donc, ça, c'est pas le. Comment ? Le film ne commence pas du tout comme ça, mais c'est comme ça qu'il a commencé à un moment donné. Donc, je présentais des objets qui étaient en l'occurrence le Polaroid de ma sœur est sur une mobilette. Ensuite, c'est une photo de moi et de ma sœur sur une balançoire. Voilà, et après il y a un petit objet qui est ma moto et dans lequel, donc ça c'est une séquence que j'ai développée. Donc, en fait je savais assez tôt, je suis monteuse comme tu l'as dit tout à l'heure, donc du coup j'ai écrit mon film en pensant au montage. Ouais, voilà. Mais le montage est incroyable. Sachant que... C'est pas toi qui as fait le montage? Si, j'ai fait le montage. Alors, je précise, j'ai fait une partie du montage, j'ai été accompagnée par Marie Lyotard, monteuse. Et on a fait enfin, on a travaillé à deux, mais c'est vrai que j'ai quand même préparé ce qu'on appelle un ours du montage. Un ours, c'est un montage qui n'est pas terminé. Ça peut être un bout à bout de séquence. C'est quand c'est dégrossi, quoi. Voilà, c'est quand c'est dégrossi. Et après, on fait l'entonnoir et on enlève, on désassemble, on remonte. C'est trop beau comme vocabulaire. Et c'était un super exercice aussi parce que moi, j'avais besoin d'être accompagnée à ce niveau-là parce que comme j'ai été accompagnée à l'écriture, mais même si c'est mon histoire, même si je sais exactement comment la raconter, il faut du recul. Enfin voilà. C'est un objet esthétique. Tu as mis en place un objet esthétique qui n'est pas un journal ou dont tu n'es pas la destinataire, quoi. C'est un objet pour le public. Donc ça c'est vraiment dur, voilà, d'avoir ce regard extérieur sur soi-même, sur un sujet qui est quand même aussi intime, aussi que ça, et de le publiciser, enfin, toi, ces transformations successives et représentations expliquent quand même largement pourquoi cet accompagnement esthétique est essentiel, quoi, et important. Voilà. Et alors pour l'esthétique vraiment du film, j'ai été aussi accompagnée, parce qu'il y a toute une équipe effectivement, donc ça m'amène à revenir aussi pourquoi on demande des financements. C'est tout simplement aussi pour payer les gens, quoi. Enfin, pour payer les gens. Non, mais c'est mine de rien parce que c'est un court-métrage. L'économie du court-métrage n'est pas du tout la même que le long-métrage, et il y a moins d'argent qui est attribué au court-métrage. Mais bon, moi j'ai mis un point d'honneur à ce qu'on ait des financements pour payer Alice aussi, d'ailleurs, à la production, pour qu'on paye les gens, et puis pour avoir aussi une qualité dans l'image, dans le son, dans tout, quoi. Donc pour l'image. Donc on a tourné en studio, donc c'est comme je le montrais là, en fait la plupart des images ont été tournées sur fond noir. Dans un studio qu'on a trouvé en Ardèche, et donc à la caméra il y avait Hélène Moto, chef opératrice, et à la lumière il y a eu Claire Schinderick qui a donc permis la création lumière du film. Donc là on va tomber dans le dur de l'esthétique, des objets qu'on peut commencer à montrer. Ouais. Alors, par exemple, j'adore. Du coup j'ai ramené la petite moto, voilà, qui est dans le film, voilà. Et que tu avais quand tu étais enfant? Que j'avais, je jouais avec quand j'étais enfant. Dis donc, t'es sacrément délicate, il y a encore les béquilles. Alors ces béquilles-là, elles ont été changées. Elles ont été ajoutées par Laetitia, avocate, qui m'a permis d'accessoiriser le film et qui m'a donné pas mal d'astuces et qui a aussi créé des décors pour le film. Peut-être que tu as envie qu'on en parle. Oui, mais c'est-à-dire, voilà. Donc, parce que là, voilà, moi je t'ai proposé représentation d'un théâtre mental, tu as mentionné le fond noir, les objets.
Mais en fait, les objets peuvent avoir un rapport, on va dire, un peu illustratif, mais en même temps, ils ne sont pas des illustrations pures. Il se passe un peu autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces objets? Donc toi, tu as eu une phase de recherche. Ouais. Et après, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et l'objet film? Eh bien, je vais revenir sur cet objet parce qu'en fait, dès le départ, j'avais l'idée d'une séquence avec une mobilette pour raconter ce que je raconte dans le film, en fait, que donc j'allais au collège en mobilette et pour quelle raison, je n'en sais rien, quand je rentrais du collège, souvent je me suis dit que j'allais fermer les yeux, j'allais faire cette expérience de fermer les yeux dans un virage et je me suis dit tiens, pour le film, comment raconter ça. Donc j'ai fait des recherches pour essayer de retrouver la mobilette que j'avais qui était une 103 Vogue à l'époque, on peut en trouver des vintage, des vrais. Donc je suis tombée sur des versions YouTube avec des vidéos où il y avait des gens qui se filmaient dessus et tout, donc je me suis dit pourquoi pas retourner dans ce fameux virage pour filmer in situ. Après je me suis dit donc j'ai eu cette idée, mais après où est-ce que ça m'emmenait, j'avais pas de continuité, après j'étais bloquée. Je me suis dit ok, donc je vais par une voix off, je vais raconter ce virage, je vais le dessiner. Donc j'ai commencé à dessiner et je suis pas du tout bonne dessinatrice, je sais pas dessiner. Donc je me suis dit je vais faire de la pâte à modeler, je vais peut-être construire des choses, c'est venu comme ça en fait, vraiment. Et je me suis dit je vais construire des décors. Et il y avait aussi cette notion que Alice, pour revenir à Alice, parce qu'on s'était rencontrés aux ateliers Varan, dans lequel j'avais fait un film où j'avais fait fabriquer mon portrait avec un œuf dur. Donc j'avais déjà cette idée d'objet, et elle, c'était ça aussi qui lui plaisait dans mon film. Donc elle m'a dit je produis ton film si tu mets des objets dedans. Donc en fait, ça se rencontrait bien. Ça se rencontrait bien, et en faisant des recherches chez moi, dans la chambre de chez mes parents, chez mes parents, dans ma chambre, j'ai trouvé ce genre d'objet. Je me suis dit ok, j'ai trouvé ma mobilette, et je vais commencer à raconter cette histoire en manipulant les objets. Voilà. Et pour continuer avec ça, c'est qu'en fait, je ne sais pas si tu as observé dans le film, mais je manipule les objets, et à un moment donné, il y a certains objets qui vivent par eux-mêmes. Et c'est le cas de cet objet qui semble... qui gagne une autonomie. Voilà, qui gagne une autonomie. Il y a un truc très fantastique dans ça, on sort de l'objet en fait. Et ça donne vraiment l'impression d'y être, et c'est-à-dire que moi, concrètement, je vois un jouet à l'écran, et j'ai eu peur pour toi, quoi. Tu vois, c'est... Alors, pour le toi du passé, etc., je t'ai vu tomber. Alors qu'évidemment, je t'ai pas connue collégienne, encore moins un mob. C'est un jouet... En plus, ce n'est même pas une mobilette, c'est une moto. Enfin, tu vois, tout est en décalage, et j'ai quand même eu peur. Donc c'est qu'il y a un truc qui marche, quoi, sur ça. En me disant, oh mon Dieu. Alors, peut-être qu'on peut... Enfin, toi, sur ce passage où tu racontes qu'un jour, tu as fermé les yeux dans le virage. Donc, tu as cette autonomie du jouet que tu signalais, et boum. Et l'objet tombe. Et l'objet tombe. Et, ça vraiment... et après, finalement, dans le film, ça vient assez tôt dans le film, cette séquence-là, parce que je me suis dit que ce serait peut-être pas mal pour dramatiser un peu. Pour dramatiser un peu l'histoire, c'est aussi de me présenter comme un peu comme casse-cou. J'ai une dualité en moi, j'ai cette prise de risque, et donc du coup, si je me définis comme ça, enfin pas définis, mais si je me présente en tant que personnage un peu sur une ligne, quoi, je me dis que ça va amorcer quand même, justement, peut-être que tu as représenté une peur, un danger qui va arriver, et du coup dramatiser un peu l'histoire. Et ça met en place des fils. Donc il y a un fil qui vient assez vite, qui est celui des accidents, des blessures et des cicatrices, et donc des séquelles, visibles et physiques, qui ouvre celui des séquelles, on va dire, morales invisibles, et celui de quelque chose de l'ordre de la prise de risque, mais qui débouche, il me semble, immédiatement sur la fête. Voilà. Mais la fête, c'est la foire du trône. Mais la foire du trône, on a peur, mine de rien, d'y aller, même si on est encadré, même s'il y a soi-disant une protection.
On prend un risque quand même en y allant, quoi. Mais alors d'abord, les trains fantômes sont dangereux, mais surtout, c'est jouer à se faire peur, c'est jouer avec des émotions, des intensités, qui sont aussi ce fil où, c'est pas forcément le meilleur des réalisateurs, mais enfin l'exemple est quand même bien. Je pense à Woody Allen de Match Point, où on ne sait pas de quel côté va passer la balle. J'ai pensé à Match Point, que j'ai adoré quand je l'avais vu, mais que j'ai pas revu depuis la sortie en salle. Je pense qu'il me plairait moins en le revoyant, parce qu'il y avait quelque chose d'assez schématique quand même, mais sur cette idée du fil et de quel côté tu es, et de l'équilibre entre les deux. Ça. Et que cet équilibre, en fait, c'est vraiment... Étonnamment, le motif du fil, ça montre aussi cet équilibre avec tu tombes pas, et en même temps, c'est le fil de la narration. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort, d'autant plus que les objets sont souvent eux-mêmes tenus par des fils dans leur représentation, qui montrent quelque chose de l'ordre d'une espèce de manipulation d'ordre social, et en même temps de fragilité dans le fil. Parce qu'un fil, c'est très fin. Et là, là, je te balance tout un truc en même temps, donc je sais pas trop comment tu peux t'en dématouiller, tu vois, dans cette pelote de fil interprétatif, mais tout ça m'a vraiment touché en même temps. Et donc cette séquence de moto, dont on voit tous les décalages par rapport à l'essence biographique réelle, et ça, moi, c'est ces décalages dans la représentation aussi que je trouve extrêmement forts, parce qu'ils vont permettre une projection, quoi, tu vois, de l'empathie, de « oh là là, elle est tombée », alors que voilà, enfin, tu vois, toute petite moto et un truc qui passe du jouet à la personne, mais parce que le jouet et l'objet vont permettre d'avoir quelque chose qui montre la rétrospection en permanence, parce que c'est pas une moto, donc la dimension autobiographique, mais parce que c'est un jouet rétro, quoi, quand on le voit, et c'est un jouet qu'on voit en très gros alors qu'il est tout petit. Oui. Et ça amène un focus sur des choses qui ont des détails, mais qui montrent ce travail rétrospectif du puzzle, et de peut-être la recherche de la compréhension, donc du fil de l'addiction qui permet l'abstinence ensuite, mais d'essayer de comprendre. Et ces fils, tu les tires de façon plus large, on va peut-être le dire maintenant, avec ce mot qui est quand même très beau, d'une recherche généalcoolique de la famille, parce que tu parles de toi, mais en fait tu vas élargir quand même très progressivement autour de toi, à ce qui se passe. Et de la famille, mais même un peu au-delà, peut-être qu'on peut commencer par la famille. T'as mis plein de... Alors attends, est-ce que j'en ai pas trop... La famille, j'ai été aussi accompagnée à l'écriture par Alain Adaken, et je le souligne là parce que parce que c'est quelqu'un aussi qui m'a aidé à structurer c'est un script doctor, on l'appelle comme ça, et il m'a aidé à structurer aussi chaque séquence, et on s'est rendu compte que j'avais tendance à présenter par exemple mon grand-père en disant Papoum, et je montrais un objet qui représentait mon grand-père, Joseph, mon arrière-grand-père, Mamie Yvonne, ma grand-mère, et je pense à ça parce que là j'allais montrer, j'allais présenter la photo de Joseph par exemple, qui est une photo comme ça que j'ai retrouvée. Donc c'est vraiment Joseph. Et c'est comme ça que je sais que c'est lui, c'est parce que c'est écrit dessus, quoi, à Poitiers, Joseph Firmin, et donc ça. Par contre, il n'y a pas la date. Mais c'est quand il s'est engagé en 14 pour la guerre. D'où ça doit être un numéro, on passe pas une année vu le ouais, je pense. Alors après, je pense qu'il devait y avoir plusieurs. Comment on appelle ça, ça devait être une série. Ouais, des séries, donc voilà, donc lui, mon arrière-grand-père était alcoolique. Voilà. Et ensuite, il a eu son fils, Papoum, dont j'ai aussi une photo là, tiens, je te la donne, qui est par là. C'est un peu. Est-ce que je vais la trouver ou pas? Je ne la trouve pas. Dans tous mes objets, je ne la trouve pas. Papoum, où es-tu? Sinon, elle est quelque part dans le film, sinon. Mais oui, en tout cas, voilà, il y a. Je la trouve pas, il y a trop de. Après, tu as amené les médailles, c'est très touchant aussi. J'ai amené les médailles. Regarde, j'ai trouvé Papoum. Papoum, il est là, voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant à chaque fois, c'est que j'ai toujours utilisé les originaux au maximum, parce que
comme c'est une introspection, ça m'intéressait aussi que l'on puisse se rendre compte, de dater plus ou moins les événements. D'après, par exemple, j'utilise du Super 8, j'utilise du mini DV, j'utilise des images aussi tournées là pour le film. Voilà, après Alors tu disais donc qu'il était alcoolique et tu le ramènes à l'histoire de l'alcool pendant les guerres et en particulier 14-18. 14-18, ouais. Et là, tu le fais de façon très matérielle et c'est très congruent avec ce qui se passe aujourd'hui dans les mouvements, dans les différentes écoles historiennes, qui est de l'ordre de l'histoire matérielle, l'histoire par les objets. Et je pense qu'il faut montrer les objets, quoi, parce que tu les montres dans le film, tu les montres en vrai, et avec ce qu'il y a de terrible dans une espèce d'histoire d'en bas, c'est-à-dire voilà, tes aïeux, c'est pas les grands généraux décideurs de 14, quoi. Mais c'est plutôt la chair à canon qui se retrouve au front et qu'on fait boire pour aller au front. Exactement. Alors, bon, là, je l'ai pas prise, mais j'ai trouvé effectivement des photos incroyables de soldats qui boivent, qui sont pris en photo avec des verres de vin rouge à la main. Mais pour ça, alors déjà, ce qui m'intéressait aussi dans ce diplôme, c'est qu'il est complètement abîmé, il est vraiment, il est blessé lui-même. Voilà. Non, mais c'est beau. Et là, vraiment, il y a Laetitia qui m'a proposé de créer des décors à partir de cet objet, parce que je voulais surtout les mettre en scène. Je voulais recréer vraiment... Cette séquence-là me permet de parler des traumatismes, en fait. Donc, comment parler d'un traumatisme de la guerre sans l'avoir vécu? C'est les sensations, c'est remettre des sons de canon, des sons de la musique, la voix. Et je ne l'ai pas pris là, mais j'ai été... pour cette séquence-là, je me suis appuyée aussi du livre À l'Ouest rien de nouveau. Donc, je lis des extraits. Et pour vraiment tout dire, c'est que la voix off était pour moi très très compliquée à sortir, à dire et à lire. Et pour cet extrait-là du livre, je n'arrivais pas à la dire. C'est-à-dire que vraiment, c'était tellement, le texte est tellement fort que simplement je pleurais en le lisant, je n'arrivais pas à la dire. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait intervenir une voix masculine qui représente Joseph, qui représente tous les soldats de 14-18, et donc qui est dite par Pierre, par un ami. Voilà. Et donc tu remontes à 14-18 pour parler de Benjamin le dit dans le narrateur, c'est vraiment un article que j'aime beaucoup, que 14-18 a vraiment été une coupure parce que les gens sont revenus muets sans réussir à partager une expérience. Et alors, ce qui apparaît, on va dire littéralement dans les gueules cassées, par exemple, mais toi, tu tires ce fil de l'alcool, et d'un alcool qui est secret, triste, honteux, caché, avec... et en fait, et tu fais donc voilà cet arbre généalcoolique, mais sans tirer des causalités, juste tu les représentes... où tu les cites les uns après les autres avec des anecdotes significatives. Moi, j'ai été très marquée par les bouteilles qui restent pleines de poussière, qu'il faut être très adroit pour attraper la bouteille sans enlever la poussière et sans être vu et sans être entendu. Alors, je sais plus de quelle personne il s'agit, mais... Là, je parle de mon grand-père, mais je parle de moi, en fait, parce que je l'ai fait, moi. Et tu vois, qui passe par le geste, par l'objet, par le geste que tu vas raconter. Donc, qui est aussi... oui, parce que c'est le vrai secret. Je donne des secrets d'alcoolique, quoi, effectivement, pour ne pas... pour boire en cachette. Quand on est, par exemple, chez mes parents, c'est vrai que quand j'allais dormir chez eux, et ça m'arrivait, je redescendais... parce que voilà, ils ont un étage, donc je dormais au premier étage, et je redescendais discrètement boire la nuit, quoi. Et donc, comme je prenais par petit peu dans une bouteille et dans une autre, et en fait je redescendais plusieurs fois, voilà, et il ne faut pas que ça se voit, ouais, exactement. Et sans faire de bruit. Sans faire de bruit, parce que c'était compliqué. J'ai un tonneau carrément où il y a l'alcool dedans, donc l'ouverture est petite, il faut, voilà, c'est tout un... Donc je donne des astuces. Si vous voulez boire, voilà, en fait, et c'est vrai, je me souviens
vraiment d'avoir vu mon grand-père une fois prendre de l'alcool en plein après-midi, et moi ça m'avait enfin pas choqué mais étonné en tout cas, éveillé ouais. Et je crois même qu'il m'a vu, mais j'en doute maintenant, mais voilà, il buvait la bouteille quoi, carrément. Et c'est ce souvenir-là qui me fait dire que c'est il y a quelque chose d'héréditaire, ou en tout cas qui se transmet. Qui se transmet. De toute façon, l'hérédité, c'est pas forcément génétique. Hein. Il y a des hérédités évidemment non biologiques. Là, je fais vraiment ma prof. Hein. Mais qui s'est transmis dans le silence, mais dans les pratiques. Et c'est ça que tu retrouves et que tu remontes petit à petit. En parlant de toi, ou en parlant des autres, tu parles de toi. En parlant de toi, tu parles des autres. Ouais. Et ça, tu le fais avec ta famille, mais tu le fais aussi avec la pop culture ou la fête, quoi. Enfin, et la fête, d'ailleurs, pas. Et la fête, oui. Ouais. Alors, c'est évidemment, parce que là, on parle de l'alcool secret, il y a aussi l'alcool, on va dire, qu'on appelle festif ou mondain. Ouais, exactement, qu'on trouve en boîte. Ouais. C'est vrai que du coup, alors je collectionnais pas mal donc je vais pas sortir celui-ci tout de suite. Par exemple, je collectionnais pas mal les flyers qu'il y avait à l'époque pour présenter des soirées. Donc là, c'était au Folies Pigalle. Donc ça, c'est un flyer que j'utilise aussi dans le film. Donc c'est années 90 principalement. Oui, c'est clairement, alors moi qui suis jamais trop allée en boîte, clairement dans les années 90 j'y allais pas quoi, mais ça c'est... Donc ça c'était le Rex. Mais j'adore l'esthétique. Voilà, Lolo à l'accueil, mais c'était pas mal. Et puis c'est clairement pas une bouteille de produit vaisselle quoi, même si on dirait. Voilà, des flyers avec ABBA. Ça va. Ils sont fragiles aussi en fait. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'esthétique de l'objet, mais aussi la fragilité. C'est des objets éphémères en fait, qui sont dans mes classeurs depuis les années 90. Donc ça fait 30 ans que je les ai en fait. Et j'ai toujours conservé. Et là c'est le fameux flyer avec l'arbre gynalcoolique aussi de la famille Ewing. Voilà, de la série Dallas, où on reconnaît bien évidemment mon mentor, Solène Ewing, voilà. Qui elle d'ailleurs, faisait partie dès le départ, dès les prémices, dès mon idée de film, ou en tout cas de... Oui, il y a les photos dans le dossier. Voilà, Solène m'a accompagnée pendant toute l'écriture. Est-ce que tu veux en dire plus? Parce que moi je trouve vraiment intéressant de se voir dans une série... populaire, grand public, d'un autre continent, d'une autre langue, d'un autre milieu social quand même absolu, et de se reconnaître. Alors peut-être que là en le disant comme ça je suis vraiment pas, je te mets en difficulté quoi. Mais non, tu ne mets pas en difficulté, en fait je le dis d'ailleurs dans mon dossier de présentation, parce que c'est ça là où je voulais en venir. Quand tu fais un dossier pour des demandes de financement, tu dois faire deux choses. Il y a deux chemins parallèles. Il y a l'intention que tu as. Quelle est mon intention? Voilà, je veux parler de mon alcoolisme, je veux parler de mon abstinence alcoolique. Je veux... enfin voilà, ça c'est l'intention. Je voudrais faire un documentaire sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Et l'intention de réalisation, c'est comment je vais le faire. Donc comment c'est... moi en l'occurrence c'est faire intervenir des objets, c'est aller tourner aussi, et tu voudras peut-être en parler après, c'est dans le cercle polaire, et raconter tout ça en voix off. Donc ça c'est l'intention de réal. Maintenant j'avais besoin, comme je te l'ai dit, pour par exemple 14-18, j'avais besoin d'être soutenue aussi par une voix masculine qui pouvait représenter mon grand-père, mon arrière-grand-père, et là j'ai eu besoin vraiment de cette femme, de l'imaginer, mais le personnage de Sue Ellen, parce que aussi quand dans les années 80, quand on buvait beaucoup, on se faisait appeler Sue Ellen quoi. Et moi-même j'ai dû m'appeler Sue Ellen parce que c'était finalement presque, enfin c'est ce que je dis dans le film, que c'est mon héroïne, mais peut-être qu'à l'époque, je sais pas, maintenant c'est mon regard que j'ai là-dessus, mais à l'époque, quand je buvais beaucoup, j'étais pas aussi fière qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai arrêté, mais à l'époque c'était une honte et c'était une humiliation, et c'est ce qu'elle représente en fait la plupart du temps, cette femme. C'est le stigmate. C'est le stigmate en fait de la femme alcoolique quoi.
et j'ai utilisé aussi le stigmate de cette femme alcoolique aussi, parce que je fais le parallèle entre la représentation des femmes à la télé et la représentation des hommes qui n'est pas du tout la même. Et elle me permet finalement elle me permet de parler de moi et des autres femmes, mais aussi elle me permet de faire ce parallèle. Je me répète un peu, mais ça... Non, mais c'est bien, mais vas-y, non, c'est pas répétitif. Assez... C'est comme la spirale, t'avances à chaque fois. Ouais. Mais c'est la spirale c'est l'idée positive. Que même si elle a été humiliée, en fait, elle en est ressortie encore plus forte. Et le parallèle masculin que j'ai trouvé dans le film, c'est de parler de James Bond, qui lui est... comment je le présente, lui? C'est un homme... un belâtre, en fait. C'est un homme qui est en smoking, qui est un homme fort, intelligent. Mais en fait, la chose dont on parle le moins, c'est qu'il est aussi alcoolique. Mais lui n'a pas le stigmate, en fait. Il n'a pas le stigmate, voilà. Et ça, c'est toujours un sujet extrêmement important et qui ne facilite pas du tout le soin de l'alcoolisme des femmes. Et d'ailleurs, lui, je l'ai objectisé. Objectisé, ouais, c'est ça. Parce que je l'ai représenté autant... Solène, je lui ai donné chair, je lui ai donné une voix, parce c'est une interprète qui parle à sa place, qui me parle. En fait, j'ai créé un dialogue avec elle. Autant, finalement, James Bond, moi, je l'ai représenté par un verre, tout simplement, et puis c'est un cocktail, quoi. Mais c'est marrant, parce que c'est en t'en parlant là que je réalise ça, du coup. Oui, mais parce que... Je ne l'ai pas personnifié. Mais il y a aussi moins de prise pour le personnifier, tu vois, c'est pas au niveau du personnage populaire, et des films, quoi. Et il y a quelque chose, moi, que je trouve très touchant, qui a l'air d'être très grave quand on en parle, mais qui en même temps est assez léger dans ce dialogue, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est une série, quoi, tu vois, c'est pas sérieux, et en fait, tu montres, ça entre dans la démarche globale de la voix. Alors quand je le dis comme ça a l'air d'être extrêmement sérieux, mais d'aller à la recherche de traces qui sont infimes, mais qu'il faut regarder avec une certaine gravité. Mais cette gravité n'est pas une lourdeur. Tu vois, elle est aussi tu vois, il n'y a pas de rapport de causalité explicite, et c'est là que j'ai compris que il y avait un atavisme alcoolique. Enfin, c'est pas du Zola, quoi, tu vois, on n'est pas dans Germinal quand on voit ton film. Il n'y a pas ce qui serait de l'ordre d'un poids générationnel, mais juste comme quelque chose comme l'exposé d'une fresque qui se retrouve être d'abord personnelle, ensuite familiale, ensuite finalement historique, et plus globale, même mondiale, hein, tu vois, et culturelle, enfin, dont on voit à quel point c'est large, mais qui ne passe jamais comme une fatalité, qui est juste là. Oui, alors c'est vrai que j'utilise un second degré aussi pour prendre aussi du recul, parce que finalement je parle de moi, mais moi avant, en fait. Donc c'est vrai que tout le temps, finalement, les 5 ans de travail m'ont permis aussi d'avoir ce recul. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, quand les premières lignes que j'ai écrites, je me suis vraiment épanchée, quoi. Et c'était un peu plus dramatique. Et c'est aussi en ça que j'ai été accompagnée. On m'a dit, attention Laurence, c'est un documentaire, mais c'est du cinéma. Donc je me suis vraiment attachée à ne pas rentrer dans le pathos ou dans le reportage vraiment qu'on peut voir. Et ça, c'est le moment, en fait, où le film devient un objet esthétique. Et n'est plus un journal de à tel moment je regarde mon passé, mais là je suis en train tu as fait vraiment un objet esthétique, quoi. Avec aussi cette voix qui propose toi qui fais la voix off, hein, globalement, qui sont un peu amusés, quoi, sur tout ce qui est montré, et qui congrue vraiment avec les objets où tout est important, tout a du sens, et en même temps c'est des petits objets, c'est des petites traces. Et tu vois, il y a toujours ce fil, en fait. Tu vois, là aussi, c'est sur le fil entre les deux. Et c'est extrêmement fort, tout au long du film.
Bon. Enfin, là, je sais pas comment tu peux rebondir à ça, parce que finalement, c'est un avis non, de... mais ça me touche déjà que tu me donnes ton... ce que ça m'a fait. Voilà, ton ressenti du film, parce que c'est un film qui n'a pas été très vu, en fait, pour l'instant, donc c'est difficile... J'espère qu'il touche les gens, je me dis qu'il touche les gens, je l'ai quand même montré à quelques personnes, c'est vraiment les retours que j'ai. Mais je n'ai aucune idée de... Comment dire, je sais qu'il touche des gens, par exemple, qui n'ont pas forcément eu cette épreuve de l'alcoolisme à traverser, et qui ont traversé d'autres épreuves, donc ça élargit aussi au-delà. C'est un film qui est sur le... J'aurais pu parler d'une autre maladie, en fait. Comment ? Ça parle de l'addiction en général. Ça parle de l'addiction en général, mais encore une fois, je pense que ça parle d'une épreuve que l'on traverse. Et je pense que le côté esthétisant dédramatise aussi ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai recherché. C'est de ne pas... en fait, ce sont des objets du quotidien. Là, j'ai pas pensé à la prendre, mais ma bouteille de Malibu que j'ai gardée, qui date de 1987. Et donc, c'est une vraie bouteille. C'est la vraie bouteille, c'est le premier trophée que j'ai eu, et c'est pour ça que je le présente comme ça. Mais ce sont des objets du quotidien pour que chacune puisse se retrouver à un moment donné dans l'histoire. Oui, ça fait métonymie d'une époque. C'est vraiment un morceau d'une époque que tu montres, avec tout un décalage temporel qui permet de mieux voir ce qu'a été l'époque, mais peut-être aussi en retour de voir que des bouteilles trophées, ça existe toujours. Et avec beaucoup de comme ça, ce qui amène quelque chose qui est profondément authentique dans ton film. Au niveau des archives, jusqu'à ton cartable. Alors peut-être qu'on va le montrer parce qu'il est vraiment trop mignon. Là, je l'ai pris, voilà, je l'ai amené sur mon cartable. Voilà. J'adore le cartable. C'est mon cartable d'école. Voilà. Mais t'es en primaire quand t'as ça en cartable. Oui. Je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il est mignon. Très à la mode aujourd'hui avec le retour vintage. Alors je le présente aussi assez tôt dans le film parce que il est un peu à mon image en fait. Si on le regarde vite comme ça, il a l'air en parfait état. En parfait état, mais en fait, quand on le regarde sous toutes les coutures, il est quand même un peu abîmé, voilà. Et puis c'est aussi, il y a mon nom, c'est comme quand on se présente. Alors moi, je l'ai pas fait ça, par contre, d'aller aux réunions d'alcooliques anonymes, mais c'est vrai que quand on se présente souvent, voilà, je m'appelle Laurence. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai. Ça, c'est des choses que je raconte pas dans le film, parce que je raconte pas, je suis loin de tout raconter dans le film, mais c'était mon médecin traitant qui m'avait déconseillé, moi, d'aller à une réunion des A, parce que, je ne sais pas, en fonction peut-être de la manière dont je lui en parlais, elle m'avait déconseillé. Ouais. Mais du coup, je me disais, voilà, je me présente... au début du film. Et ça, le choix de parler ou de pas parler, c'est venu dans l'écriture du film. Il y a eu des facteurs dont tu te souviens sur ces sélections ? Alors, oui. Il y a eu des sélections parce qu'en fait, pour tout te dire aussi, j'ai eu tellement de versions que je pense qu'il y a eu des choses qui étaient dites dans les premières versions du scénario, qui ont bougé, qui ont été enlevées, qui ont été rajoutées. Et en fait, à un moment donné, je pense que j'étais à l'essentiel aussi. Et c'était aussi dicté par les objets que j'avais. En fait, c'était vraiment ça. C'était qu'est-ce que les objets vont me faire dire. C'était vraiment pour moi la manière dont j'ai voulu écrire ce film, quoi. À partir des objets. Et pourtant, il y a des choses que tu as créées. Ou qui ont été créées. Je pense au Monopoly. Ah oui, alors oui. Parce que, tu vois, non mais c'est intéressant de voir des objets qui vont être emblématiques d'une époque, emblématiques ou te représenter. Alors, c'est pas exactement un objet, c'est plus une image. Voilà, j'ai voulu recréer des cases. Voilà. Des cases du Monopoly. Donc on voit Avenue Mozart, Caisse de Communauté, Boulevard Saint-Michel, Hôpital Cochin,
entracte soirée, entracte pulp. Ouais. Enfin, donc c'est un Monopoly personnel. Alors voilà, ça, en fait, cette case-là, elle remplace, je crois, le pas gratuit, c'est un vrai Monopoly. J'ai créé aussi la carte Atlantic City parce que dans le film, je suis à un moment donné à Atlantic City. Et en faisant des recherches, j'ai appris qu'en fait, le premier Monopoly qui a été créé, c'était les rues de Atlantic City qui avaient été représentées en fait sur le vrai Monopoly. Et la station des Arcs aussi, parce qu'il y a une séquence qui se passe aux Arcs. Ouais, en fait, j'ai la chance aussi de maîtriser un petit peu, au minimum Photoshop, et du coup, c'est ce qui m'a aussi donné envie. Alors, réaliser un film, ça prend du temps. Ça prend vraiment. Ça m'a pris 5 ans, mais le fait de créer des choses comme ça me permettait dans la production, dans la réalisation des choses. Donc ça m'a permis aussi d'avancer, je faisais des images des séquences que je voulais, des objets, j'étais vraiment dans la productivité pour garder l'envie de faire ce film, quoi, parce qu'on peut vite avoir envie d'arrêter, on peut vite être découragé aussi. Donc c'est vraiment d'être dans la création. Ouais. Parce que là, on fait tous les dossiers, tu as réfléchi aux objets, aux décors, donc avec l'équipe que tu as montée, ou qui s'est montée autour de toi. Il y a un moment de tournage, proprement dit, une fois que tu as eu les financements, donc financement écriture, financement tournage. Donc avec le studio, fond noir, les objets, ça a pris combien de temps ça par exemple? Le tournage, il a eu 7 jours. Donc c'est finalement très intense par rapport au reste. Ouais. Ensuite, montage à partir des rushs. Alors, 7 jours de tournage en studio. Et ensuite, il y a tous les tournages qui ont lieu en Norvège. Et donc là, pour ça, je suis allée 3 fois en Norvège. 3 fois 6 jours, 6 nuits. Voilà. Ok. Et ensuite, une longue phase de montage. Alors, une longue phase de montage, j'ai commencé chez moi. Je pense que j'ai dû avoir à peu près 3 semaines de montage chez moi pour réfléchir, parce qu'il y a quand même pas mal de trucages dans le film qu'on ne voit pas forcément. Parce que j'ai voulu donner ce côté artisanal, mais il y a aussi pas mal de trucages numériques. Donc j'ai voulu déjà tester des choses. Je m'en suis pas doutée. Avant. Voilà, je ne vais pas trop en dire non plus, mais c'est que ça marche. Et c'est que ça marche, ouais. Et après, il y a eu 6 semaines vraiment de montage image. 4 jours de montage son, 4 jours de mixage, et ensuite il y a eu 5 jours d'étalonnage. Et il y a aussi, dans la narration, il y a aussi un élément qui est très important, dont on n'a pas parlé, c'est la musique, qui a été créée par Grégoire Terrier, et qui, pour moi, fait amplement partie de la narration du film, quoi. Alors, comment ça s'est passé, le travail avec... Alors, déjà, il y a eu une rencontre qui s'est pas très, très, très bien passée. Moi, je vais aller voir, c'est une amie qui m'a donné qui m'a incité à aller sur son site, et en fait son univers m'a vraiment intéressée parce qu'il avait un univers pop électro, et c'est ce que je voulais absolument avoir dans le film. Donc tout de suite, pour la dimension festive, et puis pour resituer, parce qu'il y a beaucoup des moments du film qui se passent dans les années 90, donc voilà. Et puis ensuite on s'est rencontrés, tout de suite ça a matché, hein, comme on dit, quoi. Et puis je lui ai envoyé, et c'est là où ce qui est intéressant, parce que comme je monte, je lui ai envoyé 14 minutes de bout à bout de séquences, notamment je lui ai envoyé la mobilette, la séquence de la mobilette, et puis d'autres avec les images en super 8 de la fête foraine. Et puis ça a été assez rapide, je crois. Au bout d'une semaine, il m'a renvoyé une musique, et c'était tout de suite là, c'était extraordinaire, quoi. Et ça, t'avais pas fini le montage, c'était sur une phase intermédiaire de montage? Ouais, c'était vraiment au tout début, ouais. Et donc ça t'a permis de vraiment faire aussi le montage en fonction de la musique? On a plutôt fait la musique en fonction du montage. Ok, ça me paraissait
Moi, plus logique, mais je sais pas parce que c'est pas mon métier, ni mes pratiques. On a ce qui était à la base, qu'on avait déjà pensé avec Alain et Alice, c'était, il y a une séquence avec des petites lumières. Ce sont des balises qui sont tournées en Norvège, qui sont donc dans le fjord. Et ces petites lumières-là, on s'était dit qu'on ferait une thématique. On commencerait une thématique avec des petits sons à la manière de Rencontre du troisième type. Donc là, c'est vraiment le modèle explicite derrière. J'adore. Ouais, J'adore. non, mais en fait, c'était ça. Il y avait ce petit. Donc, rencontre du troisième type, et je vais le faire, mais c'est nananana, c'est 5 notes, en fait. Et quand j'avais filmé à mon premier repérage ces petites loupiottes-là, on s'était dit ce serait super si on commençait une thématique. Bref, donc on l'a fait. J'en ai parlé avec Grégoire, il était absolument d'accord pour faire ça. Et c'est à partir de là qu'après il a développé d'autres musiques, notamment la scène finale et il y a 2 scènes de balises comme ça qui reviennent, parce que comme c'est une spirale, il y a des retours. Voilà, il y a des événements qui reviennent, mais d'une autre façon, ou d'une manière plus développée. Et voilà. Et après, pareil, la musique du début, il l'a trouvée tout de suite avec les images, quoi. Et alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que Grégoire, son studio est à Paris. Moi, j'étais en montage image en Ardèche, donc on a beaucoup travaillé à distance, en fait. Ok. Et pendant le confinement, peut-être? Non, le confinement, j'étais en écriture encore. Ok, ouais, donc voilà, ça n'a pas eu d'impact forcément. L'incidence que ça a eu sur le confinement sur l'écriture, c'est qu'à un moment donné, je suis partie dans une version, j'ai oublié le second degré, je suis revenue à un premier degré qui était assez négatif, assez sombre, et du coup... Parce que période difficile, ça a affecté l'écriture. Ouais, ça a affecté l'écriture, et du coup, quand on est sorti du confinement, ça... C'était mieux. On est sorti du tunnel, c'est vrai que le confinement était assez compliqué. Et là, je me dis que ça doit être un peu le bazar à écouter quand on n'a pas vu le film, mais de toute façon, alors c'est un film qui va être diffusé sur Tinc dans pas longtemps, donc il ne faut absolument pas le rater. Il va falloir suivre Laurence et j'espère les prochaines réalisations de Laurence, mais déjà, ça vaut quand même le coup d'aller voir ton film, vraiment, vraiment, j'incite fortement. Mais parce qu'en fait... Là, ce qu'il faut vraiment dire, et on a dit qu'on allait en parler dans ce moment, il y a un moment où tu t'es dit, où la voix off structure, mais il y a quelque chose qui structure et qui montre ce mouvement de spirale, c'est la Norvège. Comment c'est venu la Norvège? Je le dis de façon volontairement assez vague pour te laisser toute la place et voir comment tu... Parce que ça paraissait pas évident, donc voilà, il y a un moment de ta vie où tu as été à Atlantic City et ça n'a pas résolu les problèmes qui sont représentés dans le film, donc voilà, ça c'est une étape parmi d'autres en fait de tout le film, mais toutes les scènes, on va dire polaires, norvégiennes, c'est autre chose, et ce sont de véritables jalons dans le film. Comment ça s'est mis en place? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Voilà, qu'est-ce qui se passe avec la Norvège? Pourquoi? Et peut-être pourquoi la Norvège? Alors, pourquoi la Norvège? Et alors, pour y répondre vraiment, c'est que... Alors, c'est la Norvège, mais c'est au nord de la Norvège, c'est à Tromsø exactement. La Nord-Norvège. Le Nord-Norvège, voilà, c'est à 300 km au-delà du cercle polaire, où l'on peut filmer, ou en tout cas voir, des aurores boréales. Donc ça, c'était... la quête. C'est la quête du film, dans le film, c'est d'aller, de voir une aurore boréale. Donc, voilà. Alors, pourquoi une aurore boréale? Donc après, une fois qu'on sait aurore boréale, on sait pourquoi la Norvège, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, voilà, cette quête, c'était une quête personnelle peut-être d'aller filmer une aurore boréale? Alors, j'ai toujours voulu, enfin c'est le rêve de plein de monde, de plein de personnes, d'aller voir des aurores boréales. Sans trop spoiler le film, sur le film, c'est que j'ai fait moi des études, à un moment donné j'ai fait des études scientifiques quand même. Je le dis au début. Donc voilà, je le dis au début du film, où j'ai étudié effectivement la formation des aurores boréales, et donc ça m'a fascinée depuis très longtemps, une trentaine d'années. Alors pourquoi vraiment là, je suis allée en boîte en 2018 exactement, donc j'étais dans l'écriture du film. Avec Katia, dont je parle dans le film, et on est allé à une soirée, je ne sais plus laquelle, une soirée haute formule je crois, donc
à la machine. Et donc c'est... Je m'attendais pas à ce que tu passes par là. Mais c'est des détours, j'adore. Parce qu'en fait, l'origine, elle est là, la vraie origine. Et ça, je le raconte dans les intentions, en fait. Ok, mais ça, voilà, toi, moi, je sais pas. Donc, je suis ravie de l'apprendre. Tout ce cheminement, c'est vrai que c'est pour ça que ça dure 5 ans, ça dure vraiment 3 ans d'écriture, mais après, parce que c'est le cheminement, il est là. C'est que je suis allée dans cette boîte, qui est donc, quand on y est, il y a longtemps que je suis allée, bref, on rentre dans cette boîte, il y a un bar qui est énorme, qui est très 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 long, et après, il y a la piste, au loin. Et donc, j'allais aller vers la piste. En longeant le bar. En longeant le bar. Et en fait, tu es happé par le bar, parce que tu as les serveuses, tu as les gens, voilà. Et j'ai vu... C'est des portes comme ça. Voilà, le bar, il est au début pour... Et en fait, j'ai vu cette lumière qui m'attirait, et qui était une lumière verte sur la piste. Mais donc, c'était les spots qui virevoltaient, et tout ça. Et donc, j'ai été happée par cette lumière verte, qui m'a donc éloignée du bar. Et je me suis dit, c'est marrant, on dirait des aurores boréales, mais vraiment comme ça, quoi. Mais c'est le truc qui se passe en une dizaine de secondes. Et c'est comme ça qu'on construit des images. Et donc, cette aurore boréale factice m'a éloignée du bar. Et j'ai trouvé que c'était... et c'est pour ça qu'après, dans la réflexion et dans l'écriture du texte, je me suis dit que c'était une aurore salvatrice parce qu'elle m'avait éloignée de la tentation éventuelle du bar. Et c'est devenu un symbole. Voilà. Et donc en fait, tu es allé vraiment en Norvège pour construire le symbole. Exactement. Et donc en ramener des images qui structurent le film, parce qu'en fait ça commence par... peut-être raconte-le, parce que l'image inaugurale du film, en fait, et c'était pas prévu dans tes dossiers, là on peut montrer même la photo parce que tu l'as. Parce qu'en plus, tu as toutes les images. Parce que je me demandais comment on va représenter un film, et en fait, tu amènes les objets du film. J'adore. Et donc, ça, c'est une des images inaugurales du film. C'est l'image inaugurale du film, oui. C'est toi d'ailleurs? C'est moi, oui, c'est ma silhouette. Parce que c'est quand même pris suffisamment loin pour qu'on sache pas. Oui, c'est moi en temps, on va dire aujourd'hui, au temps présent, c'est ma silhouette, perdue dans une immensité, on va dire. Et avec un gros contraste entre une silhouette sombre sur un fond blanc, enfin, alors que le film ensuite va être très coloré en plus. Et ça, tu vois, le noir et blanc va rythmer le film, avec notamment le passage particulièrement fort où on te voit en photo plan fixe, noir et blanc, pas au top, et où on entend le répondeur de ta tante en même temps, qui parle de l'alcool. Bon, mais ça, on va peut-être revenir sur la Norvège, mais je reparlerai de ça parce que c'est peut-être le plus dur, mais c'est important, je pense, de parler encore des représentations, de moments où il y en a le moins. Donc en tout cas, là, c'est toi avec une image très contrastée, noire et blanche, qui est prise en couleur, mais qui donne l'impression d'un noir et blanc au début, et des images de la Norvège comme ça vont revenir scander Ouais, c'est ça, ouais. Le film, avec là je veux bien que tu me passes le scénar, le début de la voix off qu'on a à ce moment-là, qui m'a là tu vois, je l'ai revu hier et je l'ai revu tout à l'heure en mangeant, alors j'étais moins concentrée, mais au tout début tu dis donc sur la jetée enneigée, la jetée en plus ça rappelle un autre cinéaste. Je sais pas si ça c'est volontaire ou pas, mais je pense à Chris Marker là quand je le vois, mais parce que le choix des images, et peut-être du plan fixe, on pourra peut-être y revenir. Le jour où j'ai dû faire le choix d'être abstinente, je ne me projetais pas du tout sur le long terme. M'imaginer le jour suivant était déjà compliqué. Pourtant, la définition du dictionnaire est très claire. L'abstinence est le renoncement à la satisfaction d'une envie. Toute cessation de consommation alcoolisée doit être totale et définitive. En gros, j'ai pris perpète. Ça, c'est vraiment la première séquence. Et après, tu passes au cartable et au doudou. Est-ce que tu m'autorises à peut-être commenter cette voix off sur la première séquence ? Là, je te fais de l'analyse littéraire. Ouais. Alors, c'est pas toujours bien pris, donc maintenant je te demande. Alors, bon, on a cette image, on comprend vite qu'il y a un jeu de temporalité, temps présent, temps passé, et qu'on a cette situation d'énonciation dans le présent qui permet d'avoir ce regard rétrospectif qui va passer par les objets et le studio. Et donc, on a extérieur studio ou extérieur objet, immensité, petits objets,
qui permet de littéralement mettre en scène, représenter ces différences de temporalité. Et ça, c'est dit dès la voix off, parce que tu parles au passé. Ouais. Donc, on va dire la voix off est au passé, parce qu'on va quand même se rappeler que c'est un objet esthétique. Et avec notamment le passé composé j'ai dû, l'imparfait. Donc au niveau de l'aspect j'ai dû, c'est ce qu'on appelle un aspect global. Donc en fait on oppose le global et le séquent. Je refais un petit cours de conjugaison là, comme ça tout de suite. Et le global, c'est en fait il reprend l'action entièrement, c'est-à-dire qu'il va aussi contenir les bornes de l'action. Une action, ça a un début, un milieu, une fin. Et quand tu dis à l'imparfait, en fait, tu es à l'intérieur de l'action, c'est quand, hop, t'as pas le début, t'as pas la fin, et donc t'as l'action en train de se faire. Et avec le global, en fait, on se représente une action dans son complet déroulement. J'aimais bien dire à mes gamins en classe, j'ai été à la piscine, donc là, vous m'imaginez, j'ai pris le bus, j'ai été à la piscine, j'ai les cheveux mouillés en sortant, en attendant le bus, pendant que je nageais, et là, vous me voyez en train de faire du crawl. Tu vois, c'est vraiment ça, le global séquent. Et donc là, on voit, ça fait vraiment une coupure. Donc sur les jeux temporels, c'est vraiment important. Parce que ça donne la situation. Ça donne aussi quelque chose qui va être profondément incarné par le fait de la rétrospection. Extrêmement marqué par « j'ai dû faire le choix ». La contradiction complète qu'il y a dans le choix et le devoir. Ça, je ne sais pas à quel point tu as pu le travailler ou pas, ou le conscientiser ou pas. En tout cas, l'effet, il est pour moi maximal. De commencer par ça. Et donc, tu as tout un ancrage temporel qui a l'air d'être absolu parce que tu as cette relative qui vient donner ce jour-là. Donc, où j'ai dû faire le choix d'être abstinente. C'est une relative, on va le rappeler à tout le monde, à nos abonnés. Mais donc, l'ancrage temporel absolu, normalement, il est plutôt avec une date. Et là, finalement, la temporalité, elle s'impose d'elle-même. Elle sait pas, je sais pas moi, le 17 octobre, machin, etc. Je donne des dates de façon totalement random. Le 17 octobre, c'est jamais une date random en fait. Quand je réfléchis, c'est... 17 octobre, c'est le jour où, après une manif des Algériens et notamment du FLN, le Papon en 62 les a fait balancer à la Seine. Donc c'est vraiment pas une date random, tu vois. Je pense que si elle me revient, c'est... Tu vois, je te prends des dates de trauma historique, même si il n'y a pas de rapport là entre les deux, mais voilà, en fait elle n'est pas random le 17 octobre. Mais bon, voilà, enfin... ou le 5 octobre si on préfère. Non mais les dates, on est marqué de toute façon par des dates, par des chiffres. Mais voilà, moi je trouve vraiment fort que ce soit pas une date qui soit celle du calendrier, mais qui soit une date qui permette cette projection, tu vois. Je ne me projetais pas du tout sur le long terme, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce long terme, tu vois, ce qui est impliqué, il est possible, et ça, c'est ce que montre l'immensité, tu vois, du paysage. M'imaginer le jour suivant était déjà compliqué, donc ça met à l'intérieur de ces sensations, même d'un calendrier qui rétrécit, et donc qui explique le titre des 4801 nuits. Pourtant, la définition du dictionnaire est très claire, et là, en fait, le fait de poser une définition et qui va directement celle de l'alcool parce que tu poses le sujet, c'est déjà mettre en place cette représentation par les objets ou par des autorités autres ou par une histoire et donc par quelque chose qui traverse la voix off, donc le jeu de la voix off, et qui en même temps met en place une espèce d'autorité comme le devoir qu'on a juste avant, tu vois. Et qui montre finalement comment le jeu est un autre, si on prend un bout de façon un peu cliché, mais modelé par tous ces facteurs sociaux, familiaux, historiques, et de devoir ou de médecine, ou etc. Mais voilà, boum, définition d'autorité, le dictionnaire. Et bam, en gros, j'ai pris perpète. Oui. Alors, le second degré. Ouais, le second degré complet qui se manifeste par le passage en argot. La métaphore de la prison. Je veux dire, ce qui était médical n'aurait pas forcément été une prison. Et qui, en même temps, est l'immensité, est une nouvelle quête. Mais, tu vois, comment les choses se nouent sur des dimensions spatiales, même quand c'est que... tu vois, il n'y a pas... la métaphore de la prison, elle n'est pas filée dans le film. Elle est juste dans l'expression d'argot, pour parler de temporalité, mais elle arrive à condenser encore plus le symbole de l'immensité norvégienne du début.
Toi, si Ok, tu me bah, permets juste bah, ce tout petit commentaire. oui, bah, c'est très bien. Enfin, oui, oui. Mais je trouve que ça fait vraiment un effet dingue. Et tout cela avec beaucoup de légèreté. J'ai pris Perpète. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que Perpète, ça rime avec pompette, mais quand même, on va peut-être le noter. Ouais, j'avais pas. Mais tout à l'heure, tu m'as demandé si comment j'avais réfléchi Ouais. cette phrase. J'ai dû faire le choix. J'ai dû faire En fait, ça, c'est marrant parce que ça s'est fait au montage image quasiment. En fait, j'avais une phrase qui est dans les dossiers depuis le début qui ressemble à ça. Mais vraiment, le jour où j'ai dû faire le choix d'être abstinente, je ne me projetais pas du tout sur le long terme. M'imaginer le jour suivant était déjà très compliqué. Je crois que j'ai rajouté le trait en le disant. C'est quand j'ai enregistré ma voix. Que là, ça a encore... Que c'est sorti comme ça. Parce que, en fait, la difficulté que j'ai eue pour dire ma voix off, c'est que c'était un film très, très écrit. Trop écrit à mon... Je ne pouvais pas dire les phrases, quoi. Ce n'était pas du tout... oral, c'était pas oral, voilà. Et donc, ça a été un enfer, vraiment, pour moi, de faire cette voix. Donc, on l'a quand même fait en 3 jours, on a enregistré en 3 jours. Et ensuite, quand on est arrivé au montage image, ça ne fonctionnait absolument pas. Il n'y avait pas d'humanité dans ma voix, c'était très... il y avait une distance, quoi, une vraie distance entre moi et les images. Il n'y avait pas de fluidité. Et j'ai dû m'enfermer 5 jours en salle de montage pour refaire la moitié quasiment de la voix off, et donc ça. Et je crois même qu'on a laissé la première prise qui, je ne sais pas si tu l'as senti, mais je bafouille un petit peu quand je le dis, mais c'est ma première prise de parole du film. Mais je pense que c'est mieux, en fait, ça fait partie... Il fallait que ça fasse partie du truc, quoi. Alors, parce que moi, en fait, il y a vraiment, pour moi, 2 énormes lignes de force qui s'accompagnent et qui vont ensemble, c'est-à-dire, c'est à la fois un film qui est très authentique et qui, d'une certaine façon, déballe, et qui, en même temps, est extrêmement pudique. Et ça paraît contradictoire et ça ne l'est pas. Je pense que la pudeur, elle apparaît par des choses inventées comme le Monopoly, qui a quelque chose d'un peu ludique, enfin tu vois, là je le revois, on en a parlé tout à l'heure, le test de Zorbach, qui était donc, je peux me permettre de le résumer, c'était ok, qui en fait est un test de Rorschach, mais t'as zappé le mot et ce qui est représenté à l'écran n'est pas un test de Rorschach, c'est encore autre chose, et qui finalement, c'est un peu marrant, et ça déréalise peut-être aussi des choses, et ça permet peut-être de les dire plus facilement pour toi en tant que réal, mais moi je trouve que ça permet aussi de détemporaliser et donc d'universaliser le film, en fait. Tu vois, ça le désingularise. Ça parle plus seulement de toi quand il y a des choses qui sont inventées, ça marche pour tout le monde. Ouais, tu vois, comme le fait qu'il soit juste une silhouette où on ne te reconnaît pas. Tu vois, genre toi tu sais que c'est toi, on peut le savoir, je m'en doute un peu, oui, mais tout le monde peut se projeter dans une silhouette, même si on n'a pas été en Norvège. On comprend petit à petit aussi. Et tout le monde peut se projeter dans le fait d'avoir eu des jouets, un cartable, ou beaucoup de gens, ou donc même ce qui va être singulier finalement, on comprend que ça s'accroche à des choses, que le fait de s'accrocher à des objets matériels, c'est vraiment des traits d'époque beaucoup plus globaux. Et en même temps, très... je trouve que c'est aussi un film qui a une immense pudeur, et c'est vraiment important de le souligner parce que là, on déballe, tu prends la parole en disant je, mais cette pudeur, elle est vraiment importante aussi parce qu'elle va avec la dignité. Non pas que les gens pudiques ne soient pas dignes, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans... Alors peut-être que c'est cette scène qui m'a vraiment marquée et qui est vraiment marquante, je pense, au-delà de moi, où finalement... Alors je vais le dire autrement. Il y a des détails sur énormément de choses et même des images et des représentations sur beaucoup de choses, et finalement il y a un trou noir dans le film qui est l'alcoolisme proprement dit. Alors ce qui est congruent avec ce qu'est l'alcoolisme, qui peut provoquer des trous noirs réels, on va dire, et avec quelque chose aussi de l'ordre de, je sais pas moi, du tunnel ou d'un trou noir plus symbolique, mais sur les périodes où on va pas bien, quoi. Et que tu représentes par cette scène où on entend, je l'imagine sur ton répondeur réel, mais ça c'est peut-être pas la peine de le préciser. C'est ça. Mais la tante Francine qui passe des coups de fil pour demander comment ça va et dire qu'elle-même ça va pas.
Et où là, on est vraiment sur un moment où c'est du plan fixe, et c'est un des... je crois que c'est finalement un des seuls plans fixes complets du film. Parce que finalement, les objets bougent toujours. Peut-être que là, je vais trop loin. Non, là, tu parles de la séquence avec les photos. Ouais. En fait, là, c'est des photos. Du coup, donc là, il y en a d'autres. Donc là, c'est un plan blanc, silence, photos noir et blanc. Ouais. Ouais. C'est les seules photos de l'époque. C'est les seules preuves, en fait, de cette époque-là. Parce que matériellement, il y a plus de preuves, puisque désocialisation, mensonges, on se cache quand ça va pas aussi. Hein, et donc, ce sont des photos de toi. Des autoportraits, ouais. Donc en plus, c'est toi qui les avais prises. Ouais. C'est pas encore à l'époque des selfies, mais c'était un petit appareil photo numérique que j'avais acheté. Je faisais des temps de pause, je m'amusais avec des temps de pause et tout. Ouais. Où il n'y a plus de voix off et où il y a le répondeur. Ouais. Alors comment c'est venu ça? Comment pour moi, c'est vraiment c'est un centre douloureux du film, mais extrêmement fort aussi. Ouais, moi c'est une scène aussi qui m'hérisse un peu les poils à chaque fois. Mais comment? En fait, à un moment donné, j'ai beaucoup d'archives dans mon ordinateur, beaucoup d'archives en numérique, des photos, mais j'ai seulement une dizaine de messages téléphoniques, et donc celui de ma tante qui est incroyable. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'utilise. Donc, et comme ça, c'est vraiment la même époque des photos, je me suis dit que j'allais faire... pour moi, les associer, c'était logique, quoi. Après, il y a d'autres... après, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une séquence. Je vais essayer de faire dans chaque séquence, il y a une avancée. Il y a toujours une évolution à l'intérieur de chaque séquence. C'est ce que j'essaie de faire. La spirale. Voilà. Et donc, dans cette séquence-là, au départ, j'ai des messages vocaux... banal, quoi. Je veux dire, d'une banalité, avec ma mère qui me donne des rendez-vous, voilà, on va chez ma soeur, etc. Et puis petit à petit, on sombre un peu dans le... Mais qui sont quand même toujours sur des moments de sociabilité, et avec ce qu'on a avant, c'est imprégné d'alcool, en fait, d'une certaine façon. Oui. De toute façon, cette période-là, oui, c'est vraiment une période très alcoolisée. Et par la juxtaposition. Ouais. Tu vois, c'est pas... Il n'y a jamais un moment où tu es démonstrative et dire... un truc qui serait banal du style on avait des rendez-vous de famille et tout le monde buvait, ou tu vois, un truc aussi plat. Ah oui, non. Voilà, c'est des juxtapositions oui. Qui font sentir ça, et donc on voit par les messages des choses qui sont anodines mais dont on comprend que ce sont des étapes aussi dans l'alcool, par rapport à l'alcool. Ouais, et je pourrais même... Je peux pas t'interrompre. Non, c'est bon. Ce que je pensais là, c'est que, en fait, les messages, quand on a des messages téléphoniques, c'est parce qu'on n'a pas répondu. C'est soit on était absente, soit on n'a pas voulu décrocher. Donc il y a des messages où je n'ai pas voulu décrocher. Donc c'est pour ça que j'ai pu garder ces messages. Et en fait, aussi, si tu veux savoir, dans cette séquence-là, il y a l'image au début où j'ai un verre de vin à la main. Pareil, c'est un autoportrait. Donc c'est très contrasté, c'est noir et blanc, mais c'est très contrasté. Et petit à petit, les images deviennent plus blanches, et moi-même je disparais un peu. Donc il y a cette disparition à l'image, et du fait que j'étais absente puisque j'ai les messages. Et de la voix off. Et c'est... Parce qu'on n'entend pas la voix off puisqu'on entend les messages. Ouais, exactement. Et c'est là, tu vois, quand je parlais de quelque chose à la fois de très authentique et très pudique, là c'est vraiment intense, parce que finalement, comment dire la disparition, tu le dis pas, tu le montres. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi poignant, parce qu'on voit à quel point c'est authentique, mais c'est pudique aussi parce que on le comprend par les traces et l'absence de traces, et même l'absence de mots de la voix off rétrospective sur ça. Et c'est ça qui fait que c'est aussi fort, je pense. Bon, voilà. Après, c'est vrai que te disant cela, je vois pas comment tu peux forcément rebondir là-dessus. Non, mais c'est un vrai choix, c'est-à-dire que c'est une vraie réflexion aussi au niveau du montage, au niveau de l'écriture, c'est que je disparais à ce moment-là, je suis plus moi, donc effectivement c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai vraiment, je suis contente, vraiment, j'ai réussi à le faire. On me parle très souvent de cette séquence, quoi. Elle est extrêmement forte. Et peut-être, oui, ce sont pas les seuls plans fixes, mais ce sont ceux qui m'ont
le plus marqué. Alors parce que c'est cette scène, mais le fait qu'en plus ce soit complètement en plan fixe, alors qu'il y a plein de scènes plus animées ou animées, acte encore cette disparition. Mais voilà, enfin tu vois, là je disais jeter, d'un seul coup j'ai pensé à Chris Marker, mais il y a quelque chose de cette temporalité. Parce que c'est des photos en fait, c'est ça. Alors que les autres, c'est que de la vidéo quasiment. Et juste après, il y a une séance de film, il me semble que c'est après, d'une fête de famille où tu n'es pas et que tu dis que tu l'as raté. Alors, ou c'est juste avant, j'y suis en fait dans cette, j'y suis dans cette fête de famille. C'est quand on danse là. J'y suis, mais encore la spirale. Encore la spirale, oui c'est vrai. Je suis dans cette fête, mais justement après je n'y étais plus. J'ai échappé à plein de fêtes familiales parce que parce que tu t'étais repris. Voilà. Ouais. Et c'est alors là c'est là qu'on voit le raccourci qu'il y a pour le film, qui n'est plus la biographie et qui fait l'objet en montrant quelque chose. Moi j'ai la sensation que tu n'y étais pas, mais je sais pas si c'est toi qui filmais d'ailleurs. C'est mon père. C'est ton père. Ce sont les papas qui filment. Je sais pas, il avait emprunté une caméra Super 8 dans sa boîte et comme ça vous aviez. C'est le seul film de sa vie qu'il a fait. D'accord. Mais tu vois, c'est ce truc qui fait qui donne l'impression d'une. C'est parce qu'on m'entend. On m'entend réagir sur cette séquence-là. Okay. Je regarde avec les spectateuristes à ce moment-là. Oui. On a cette sensation de je suis avec dans la salle. Et ça donne vraiment mais quelque chose de l'ordre de la dissociation, perte de soi, enfin après on l'appelle comme on veut, mais là c'est vraiment représenté. Non mais c'est un gros moment quoi là. Et en même temps, tu vois, le noir et blanc des photos, et ben finalement il rappelle celui de la Norvège, mais il y a quelque chose, je sais pas, ça va être un gros mot, mais qui est dialectique, mais qui semble à un moment rebondir, et reprendre et remotiver le noir et blanc vers la quête de cette petite silhouette en Norvège. On a un peu mentionné les aurores boréales, bon, quelque chose se dessine. Là, je suis dans l'attente en fait. La Norvège, c'est un moment où je suis la jetée, c'est aussi un cul-de-sac en fait. C'est-à-dire que dans mon cheminement, depuis tout ce temps où je suis abstinente, j'avance dans ces difficultés qui sont représentées là. Et au bout d'un moment, je me retrouve dans un cul-de-sac. Et comment je sors de ce cul-de-sac? Qu'est-ce qui va faire que je vais aller plus loin? Et c'est le moment du film. C'est le moment où je suis là et je réfléchis. Et je ressasse des souvenirs et tout. Et c'est pour ça que de temps en temps, je vais dans mes souvenirs, avec les objets, et puis pof, il y a quelque chose, un bruit, une image, une lumière, les balises qui me ramènent à Tromsø, où on me voit donc sur cette jetée, et puis pop, je repars dans les souvenirs, et hop, il y a c'est un va-et-vient quoi, entre deux dimensions, temporelle et spatiale. Mais c'est en fait deux spirales qui se... comme l'escalier à double hélice. C'est ça. Et c'est vraiment la construction globale du film. Moi, j'ai plus grand chose à dire, mais j'ai l'impression qu'on l'a quand même bien balayé là. Est-ce qu'il y a des objets qu'on a oubliés dans tout ce que tu as amené? Tu voulais montrer ça tout à l'heure, oui. Je sais pas, c'est parce que c'était... c'est pas ça, montre tous les documents et la construction extrêmement précise du film, des dossiers. Alors, c'est le film sous format Excel. Voilà, en fait, là, t'as tout spoilé, quoi. Et tu sais quand est-ce qu'il va apparaître sur Tinc, le film? Je pense en 2024. Ouais, donc là on a fait une grosse bande. Ouais. Mais oui, s'il y a plein. Après, il y aura d'autres peut-être projections en festival ou autres. Il y a énormément de choses qui m'ont touchée, mais je pense qu'on a vraiment focus sur des moments forts et que c'est aussi dans le fait de se laisser porter que les choses se passent. Pour moi, c'est un film qui parle évidemment d'addiction et d'addiction alcoolique, c'est son thème, mais qui parle beaucoup plus largement de ce qu'est une quête. Voilà. Alors une quête qui est motivée par l'addiction et le fait d'en sortir, mais qui
voilà, qui est beaucoup plus large. Quelle vie tu espères pour ce film? Quels sont... Alors bon, là, il va y avoir Tank, mais comment ça se passe une fois qu'on a tourné? Bon, on attend. Et c'est dur d'attendre. Ouais, comme c'est un film qui a une durée de 37 minutes, 57 secondes et 17 images, mais ça, pour les 3-7, il faut voir le film pour comprendre l'histoire des 3-7, mais... Allez voir le film. Allez voir le film. Voilà, je l'envoie à des festivals et puis j'attends les éventuelles sélections. Et puis après, moi, j'aimerais bien aussi l'accompagner dans des milieux associatifs pour débattre après, parler et du film et de l'alcoolisme aussi, de l'abstinence, et voilà, de mon parcours et aussi d'entendre d'autres parcours, enfin voilà, de partager ça. Donc, et pour parler de cinéma, parce que c'est du vrai cinéma. Oui, aussi, ouais. En plus. Il faut quand même le dire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai oubliées dont tu aurais aimé parler qui te viennent après Non, après, moi je pourrais en parler pendant 5 heures. Enfin, c'est vrai que non, mais je veux pas te frustrer. Non, je suis pas du tout frustrée. Je suis super heureuse que tu m'aies offert cet espace de temps. J'ai adoré le film. J'adore la façon de tuer. Peut-être que là, ça va permettre aussi d'avoir les images. Alors, attends, je vais le faire comme ça fait comme une pellicule. Je vais faire le... Oui, c'est vrai que c'est assez vertical aussi. Hop, même si ça fait pas la bobine. Mais c'est extrêmement précis à tous les niveaux. Au niveau de la voix off, même de ta voix à toi. Toi, même tu dis bon, que t'es un peu bégayé au début. Pour avoir même fait de la voix off, je peux te dire que t'as une bonne voix off. Merci, ouais. Sur les images, sur... tu vois, même quand on voit un fil, ce fil a du sens. Enfin, non, c'est d'une précision et d'une force extrême. Vraiment. Donc moi, j'ai envie de te dire un grand bravo, Laurence, quoi, vraiment. Bien, merci, Zélie. J'ai quand même tendance à dire, tiens, un peu comme... je suis un peu ma maman, mais tu peux vraiment être fière de toi, mais vraiment, c'est un film splendide. Je te remercie. Merci. Et merci d'être venu en parler, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir plus facilement, parce que c'est... j'ai vraiment été soufflée. Donc merci. Et puis si on en est là, je me dis le mot de clôture, donc je vous dis à bientôt. Et je vais éteindre.